Bonjour, vous êtes sur i24 News. Bienvenue dans Tout est politique. Cette semaine, grosse actualité en France après l'affaire Leonarda, qui a secoué comme jamais le gouvernement. On pensait que ça allait se calmer un petit bout de temps. Et là, aujourd'hui, nouveau gros coup dur sur le front fiscal. La marche arrière de François Hollande concernant l'écotaxe. Charles Jégu, bonjour. Bonjour. Vous nous rejoignez cette semaine. Vous êtes reporter politique au Figaro et c'est avec vous que nous allons évoquer l'écotaxe. Absolument. Avec vous, Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de la Tunisie. C'est toujours l'instabilité politique. On doit choisir bientôt le futur Premier ministre avec un jeu trouble des islamistes actuellement au pouvoir. Le gouvernement Ennahda de M. Ranouchi n'est certainement pas pressé de céder sa place à un gouvernement de technocrates et on voit bien l'instabilité en effet qui règne dans le pays. Tout est politique. Tout de suite, la libération des 4 otages français d'Arlit au Niger. Ça a été très difficile, mais c'est une épreuve de la vie. C'est ce qu'a confié l'un des Français libérés. Ils sont 4 après 3 ans de souffrance. On écoute tout de suite François Hollande. Daniel Larib, Pierre Legrand, Marc Ferré, Thierry Dole, emprisonnés depuis le 16 septembre 2010. 3 ans. 3 ans d'épreuve pour ces ressortissants, capturés, détenus par des geôliers sans scrupules. Charles, le journal Le Monde annonce une rançon de 20 millions d'euros. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas eu de rançon de la part du gouvernement. Que faut-il croire ? Une fois de plus, la question de la rançon se pose. Évidemment. On a quand même du mal à imaginer ou à supposer que les islamistes, par l'opération d'Allah, ont décidé de libérer les otages. Je pense soudainement, après 3 ans. Soudainement, après 3 ans, à un moment qui tombe au mieux pour François Hollande, qui est dans une situation catastrophique du point de vue politique, dans sa relation avec l'opinion. Attendez, ce que vous dites, c'est important. Donc vous pensez qu'il y a un lien entre la cote de popularité de Hollande et la libération, la soudaine des otages? Je pense qu'on ne peut pas ne pas se poser la question. Parce que c'est grave. C'est grave. Ça fait partie de la politique, ça marche comme ça aussi. Mais Charles Jégu a raison. Imaginez-vous François Hollande aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut annoncer de positif? D'ailleurs, dans son discours, dont vous avez cité un extrait, il le dit au début, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ben oui, effectivement, on attend tellement les bonnes nouvelles en France que il en est réduit. Enfin, réduit. On est très content pour les otages. Bien, oui. Mais enfin, il a raison. À essayer à souligner au moins que la France est capable encore de sortir des otages qui étaient là depuis 3 ans. Bon, on peut effectivement imaginer qu'il a appuyé sur le bouton, téléphoné à Areva ou à d'autres intermédiaires pour accélérer un processus de libération. C'était certainement en négociation. Charles a raison. En même temps, ils disent qu'il n'y a pas eu de rançon. C'est ce qu'ils disent officiellement. Oui. Il n'y a pas eu de rançon. Alors, ça veut dire... Le Monde annonce là 20 millions. Oui, mais attendez. Ça veut dire qu'on n'a pas négocié avec ACMI et qu'on fait preuve de fermeté. Sauf que, dans le passé, je vous rappelle qu'en 2011, il y a 3 otages qui ont été libérés. C'était des gens d'Areva et de Vinci. Et qu'il a été reconnu qu'on avait payé une rançon de 13 millions d'euros à l'époque à ACMI. Donc, aujourd'hui, on peut imaginer que le président nigérien qui est intervenu, auquel Hollande rend hommage, M. Sissoufou, a quand même fait jouer des gens de son gouvernement, dont un en particulier, un Touareg, qui avait des contacts avec ACMI et qui n'est autre que le directeur d'une filiale d'Areva. Donc à partir de là, je pense qu'en effet, quand notre confrère Le Monde annonce 20 millions d'euros, ça me paraît plausible, parce que ACMI n'est pas une organisation caritative, je regrette, et que de toute façon, 20 millions d'euros, je pense que c'est ce qu'ils ont exigé, et qu'on a versé une rançon. Peut-être pas le gouvernement, mais en tout cas, la filiale d'Areva... Donc Areva ou Vinci, c'est ça ce que vous nous dites? Les entreprises qui ont employé ces 4 otages. Au milieu du chaos, Leonarda et la reculade de l'écotaxe, dont vous allez nous parler dans un instant. Justement, donc vous nous dites que c'est bon pour François Hollande. Là, il risque de remonter dans les sondages. Non, parce qu'en fait, ce genre d'opération, c'est à effet nul dans l'opinion. Oui, ça peut... La position de Hollande vis-à-vis de l'opinion est tellement affaissée que ce n'est pas une petite annonce comme celle-ci qui peut le relever. Il faudrait quoi ? Il faut d'abord que la situation économique
redevienne à peu près supportable par les Français, et on est très très loin du compte. Même si la croissance internationale est meilleure, ça ne se voit pas en France, et les promesses de Hollande, qui étaient des promesses pour la fin de cette année-ci, donc là on est vraiment dans le moment de vérité, ces promesses de Hollande, personne n'en voit le début du commencement. Charles, je vous pose la question, vous êtes expert, est-ce qu'il ne faudrait pas que Hollande nous dise enfin, j'ai changé d'avis, je me remets en question, je vais vous donner, aujourd'hui, je vais vous offrir une véritable gouvernance à tous les niveaux, économique, social, fiscal, c'est ce que les Français attendent. Ah oui, c'est ce que les Français attendent, mais Hollande, il dit toujours la même chose, en privé, il dit toujours la même chose, avec quelle majorité? Comment est-ce que je fais pour conduire cette politique, dont je sais qu'elle est la bonne, mais dont je sais aussi que ma majorité ne la soutiendra pas, en tout cas une partie de ma majorité. Donc voilà, il est là, les bras ballants, et au fond, il n'imagine pas de solution alternative qui consisterait par exemple à proposer une alliance avec une partie des centristes. Après tout, il pourrait aussi reconfigurer sa majorité de cette façon-là. Et sacrifier Hérault. Alors justement, voilà. Jean-Marc Ayrault, on va en parler. Ouais. Autre gros dossier de la semaine en France, ce sont les Bretons qui font plier le gouvernement. C'est Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui a fait marche arrière sur l'écotaxe. Écoutez-le. Mais j'ai dû faire face à des décisions qui ont été prises en 2009. Ce matin, j'ai annoncé la suspension de la mise en œuvre de cette écotaxe parce que les conditions dans lesquelles elle avait été préparée conduisaient à l'incompréhension. Et en particulier, elles conduisent à l'incompréhension en Bretagne. Charles Jégus, c'est pour quand le remaniement? Parce que là, il y a urgence. Ils s'en sortent plus. Non, mais si je suis François Hollande, je ne remanie pas tout de suite. Ce serait vraiment une erreur. Parce qu'il peut le faire. Ça n'aura pas de conséquences. Mais c'est un aveu d'échec, ça n'a pas de conséquences sur l'opinion. On a vu les remaniements de Sarkozy, il y en a eu un certain nombre, ça n'a eu aucun effet. Et en plus, en général, il faut quand même attendre un scrutin. On a des municipales au mois de mars. On sait qu'elles vont être très très mauvaises pour le Parti socialiste, donc il faut que le président se garde des moyens dans sa besace pour réagir, pour faire constater que la situation politique est mauvaise et dire je change de gouvernement. Garde des cartouches, garder des cartouches. S'il le fait aujourd'hui, à mon avis, il le fait à blanc. Je note quand même, Charles, et vous me corrigez si je me trompe, Elisabeth, je note quand même que dans son discours, M. Ayrault renvoie la responsabilité à la précédente administration, c'est-à-dire à M. Borloo sur l'écotaxe. Si je me souviens bien, en 2009, ça a été proposé, initié par la majorité de l'époque, de droite, mais ça a été voté par la gauche. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire aujourd'hui? Donc, mensonge, monsieur Ayrault. Oui, non, mais mensonge, et surtout manque de sens politique, parce que le gouvernement, Borloo l'avait effectivement imaginé, lors du Grenelle de l'environnement, 2007. Ils avaient bien vu qu'il y avait déjà une surcharge de taxation qui avait commencé sous Sarkozy. Mais entre-temps, ils disent qu'il y a une crise qui est passée, et donc... C'était pas le moment de le faire. C'était pas le moment de le faire. Et je pense que Hollande était bien placé pour savoir que c'était pas le moment de le faire. Cette fois-ci, certes, il avait besoin de proposer une concession aux Verts, mais enfin, les Verts, ça représente peanuts, ça représente 2%. Mais oui, 2% qui sème le trouble, quelque part. 2%. Donc, ils pouvaient encore leur demander d'attendre. Ils sont tellement contents d'être au gouvernement, ils pouvaient encore attendre. Ouais. Tout est politique. Tout de suite, direction la Tunisie. En Tunisie, le dialogue social entre les islamistes au pouvoir et l'opposition a débuté il y a quelques jours. Pour l'instant, c'est laborieux avec un jeu trouble des islamistes. On regarde tout de suite un récit en images de David Neyman. 23 octobre 2013, 6 gendarmes trouvent la mort suite à un affrontement avec des terroristes près de Sidi Ali Ben Aoun. La Tunisie aussi entre tristesse et colère. Il n'y a pas d'avenir pour les groupes terroristes dans notre pays, car le choix d'un État démocratique et juste est un choix sur lequel on ne peut pas revenir. Berceau du printemps arabe, la Tunisie déchante, 3 ans après l'élan d'optimisme qui avait suivi la chute de Ben Ali. Depuis l'assassinat en juillet du député d'opposition Mohamed Brahmi, le fossé s'est creusé entre laïcs et islamistes au pouvoir. L'impatience s'amplifie, ces manifestants n'ont qu'un souhait, que le gouvernement Ennahda s'en aille, et vite. Il n'y a pas de progrès ni sur le plan économique ni sur le plan politique. Et maintenant, il y a du terrorisme à la frontière.
Mais malgré l'instabilité et la pression populaire, Ennahdha joue la montre. Le train qui va nous sortir de cette crise est en marche. Il atteindra sa gare d'arrivée dans quelques mois. Au bout de notre révolution, il y aura des élections libres et vraiment transparentes qui créeront la première démocratie du monde arabe. Pourtant, cette fois, Ennahdha ne semble plus tout à fait maîtriser son destin et médite sans doute déjà sur le précédent égyptien. Christian, là, il y a eu il y a quelques heures une attaque suicide à Monastir. Ça fait 3 ans qu'il n'y a plus vraiment de gouvernement en Tunisie. On va aller jusqu'où comme ça? Alors Monastir, c'est intéressant parce que c'est contre le mausolée de Habib Bourguiba, le père de la nation, l'homme de l'indépendance en 1956. C'est symboliquement fort. C'est symboliquement fort parce qu'on s'attaque au père de la nation, à l'indépendance du pays. Donc, je ne sais pas qui est derrière cet attentat, mais ce qui est clair, c'est que Ennahdha, la Renaissance, les islamistes qui sont au pouvoir ne tiennent plus rien aujourd'hui. J'ai envie de vous dire qu'il y a un grand parallèle avec l'Égypte. C'est qu'on a un clivage énorme entre laïcs et islamistes, d'un côté, ça c'est le point commun entre les deux pays, et aujourd'hui, même si Ennahdha n'était pas majoritaire comme l'ont été les frères musulmans à un certain moment avec M. Morsi en Égypte, ce gouvernement est un échec politique, économique, social, comme l'ont été les frères musulmans, et la majorité des Tunisiens en a ras-le-bol. Donc c'est encore un échec de l'islamisme politique. C'est encore un échec, vous avez raison, exactement Elisabeth, c'est un échec de l'islamisme politique. Voilà un pays qui quand même, sous Ben Ali, on avait beau dire tout ce qu'on voulait de Ben Ali, et surtout de son épouse, Mme Trabelsi, voilà un pays qui avait quand même un taux de croissance de 5,3 à 6,2, un pays où il y avait quand même 18% de femmes qui étaient des PDG d'entreprises, qui étaient un exemple quand même quelque part, même si c'était une dictature. Regardez où on en est aujourd'hui. Ouais. Donc je ne suis pas surpris, instabilité totale. Oui, mais en même temps, c'est vrai que la fin du régime de Ben Ali, on s'en est pas rendu compte sur le moment, mais c'était une honte, c'était du vol, la corruption. de la corruption, de la belle famille. Mais ils ne peuvent pas supporter ça. Les Tunisiens étaient mis en coupe réglée, il y avait quand même complètement. Le chômage avait atteint des niveaux insupportables pour la population, notamment les jeunes. Bon, ça, on sait tout ça. Mais bon, c'est vrai que, ceci dit, évidemment, échec de l'islamisme. Moi, je pensais qu'il y avait en Tunisie quelque chose, les rapports de force étaient plus équilibrés entre les laïcs et les islamistes, contrairement à l'Égypte. Et il me semblait que ça pouvait préparer une situation politique plus sereine. Tout à fait. Et dans les premiers temps, on avait cette impression. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce qui peut se passer? Si on commence avec des attaques suicides, là, c'est le début d'autre chose. La question majeure qui peut se poser aujourd'hui, enfin une des questions majeures qui peuvent se poser aujourd'hui, c'est de savoir que peut faire l'armée. En Égypte, on sait que depuis 1952, Gamal Abdel Nasser, puis ensuite Sadat, puis Moubarak, les militaires ont toujours été au pouvoir. Et là, ils ont repris le pouvoir aux frères musulmans. Là, en Tunisie, l'armée n'est jamais intervenue. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui au sein de la population, c'est de voir que la gendarmerie, les gendarmes, la police, commencent à se rapprocher davantage du peuple face à Ennahdha. Oui. Ça, c'est un signe intéressant. Est-ce que l'armée se comportera comme a pu se comporter l'armée en Égypte? C'est une autre histoire. Mais j'entends beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Tunisiennes, et j'ai un grand respect pour les femmes tunisiennes qui sont très courageuses, qui commencent à se dire, ça serait bien que l'armée bouge comme elle a bougé en Égypte. Ouais. Alors on verra. Une solution de l'armée. C'est ce que vous dites. Moi, ce qui me frappe, c'est simplement que quand les frères musulmans ou les islamistes sont au pouvoir, ça se passe toujours très mal. Et ils sont bien dans l'opposition. Égypte, voilà, Tunisie, Égypte, Libye. Tunisie. Un spécialiste du monde arabe me rappelait qu'en Jordanie, en 91, les frères musulmans arrivent au pouvoir et ils tiennent 2 ans et ils sont chassés à coups de pied aux fesses parce qu'ils ne comprennent pas l'économie. Ils savent prendre le pouvoir, mais ne savent pas l'utiliser. Et ils ne savent pas le céder non plus. Oui. Voilà. Christian, 30 secondes, on va évoquer la libération des 26 prisonniers palestiniens et en même moment des roquettes qui s'abattent sur Ashkelon en Israël. Comment vous expliquez cela? C'est un bon geste en direction de la paix, c'est évident, surtout que tous ces prisonniers palestiniens avaient du sang sur les mains en 1993, au moment où on célébrait, je vous rappelle, les accords d'Oslo à la Maison-Blanche. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a toujours cette lutte entre le Fatah de M. Mahmoud Abbas et puis le Hamas. Alors, le Fatah a voulu récupérer cette affaire en disant que c'est grâce à nous qu'on a pu libérer ces 26 Palestiniens, mais derrière, il y a le Hamas qui veut récupérer aussi l'affaire, qui est contre le Fatah, puis surtout, qui ne reconnaît toujours pas le droit à l'existence d'Israël. Donc, on a le vrai problème, c'est le Hamas. Donc, c'est sans fin. C'est sans fin, c'est un engrenage sans fin. Moi, je ne vois pas la paix à l'horizon tout de suite. Bon. Tout de suite, les images de la semaine.
C'était il y a quelques jours. La dernière Citroën est sortie de l'usine d'Aulnay. C'est votre image de la semaine, Christian? Oui, écoutez, c'est une image qui pourrait être de politique intérieure, politique sociale, mais franchement, nous montrer la dernière Citroën, c'est le symbole pour moi, la dernière Citroën d'Aulnay, d'une France qui perd. Monsieur Montebourg, Monsieur Hollande nous ont dit la France qui gagne. Moi, président, je vais faire... Attendez, moi, ce qui se passe à Citroën, là, c'est la France qui perd. Montrons-nous demain des images où on sort plein de choses dans nos industries, dans nos firmes, et là, on parler de la France qui gagne. On n'en est pas là. Charles, vous vouliez ajouter? Oui, non, simplement, Peugeot, on a beaucoup critiqué que Peugeot, la stratégie de la famille Peugeot, etc. Mais ils avaient quand même choisi de ne pas délocaliser, contrairement à Renault. Donc, finalement, la France qui gagne, elle est obligée de se délocaliser, parce que Renault s'en sort mieux aujourd'hui que Peugeot. Donc, Arnaud Montebourg, vous avez peut-être un message à lui faire passer, Christian? Non, je n'ai rien à dire. Moi, vous savez, je vais quand même me cantonner à mes affaires de politique étrangère, sinon je ne veux pas avoir de problème. Surtout pas, surtout pas. Surtout pas. On termine. Vive la mondialisation. Merci, messieurs. Merci, Charles, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Bonne semaine à vous.